Alors, petit... Voilà, slide suivant. Donc déjà, une rapide présentation sur la société Hub1 que je représente aujourd'hui. Donc voilà, c'est une société qui 500 collaborateurs, 9 agences en France, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont les métiers principaux sont l'opérateur télécom. Donc on opère des réseaux télécoms, notamment pour notre maison mère. Donc on est filiale 100% d'ADP, ex-aéroport de Paris. On est également numéro 1 français de la traçabilité et de la mobilité. Donc plus récemment, on se positionne maintenant sur la cybersécurité. Donc notre positionnement, c'est vraiment d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil jusqu'à l'exploitation en passant par le déploiement. Donc pourquoi on est légitime à vous parler de cybersécurité aujourd'hui? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est filiale d'ADP. Et donc voilà, en arrière-plan, vous avez un de nos terrains de jeu, donc c'est les aéroports parisiens, Roissy, Orly et Le Bourget, sur lequel on opère un certain nombre de réseaux, alors des réseaux télécoms, mais aussi des réseaux beaucoup plus sensibles. Et donc on a développé depuis de nombreuses années une expertise sur la gestion et l'exploitation et la sécurisation de ces réseaux. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et pour faire écho un peu à l'actualité 2017 qui a été super riche sur le plan de la cybersécurité, je vais en préambule, je ne vais pas vous donner de chiffres, je ne vais pas faire de marketing de la peur. En revanche, on va essayer vraiment d'avoir une approche descendante et de balayer à un niveau assez élevé en fait les éléments qui contribuent à la mise en place vraiment d'une politique de cybersécurité efficace dans l'entreprise. Donc le constat que l'on fait, c'est qu'on a finalement pas mal de nouvelles technos et des nouveaux usages qui amènent une augmentation de la surface d'attaque. Donc ce qu'on appelle la surface d'attaque, c'est finalement tous les leviers qui peuvent être utilisés pour attaquer mon SI. Et donc ça se traduit par une augmentation du nombre de portes d'entrée, mais également une augmentation du nombre de portes de sortie. C'est-à-dire que j'inclus en fait dans l'augmentation de cette surface d'attaque aussi tout ce qui va être autour de la fuite de données, et notamment l'utilisation d'applications type Dropbox, Enco, qui sont finalement autant de vecteurs qui peuvent être utilisés pour exfiltrer l'information. Alors volontairement ou non d'ailleurs, hein, c'est souvent aussi il est fréquent aussi que ce soit simplement accidentel. Donc une fois qu'on a posé ce diagnostic sur l'augmentation de la surface d'attaque sur lequel tous les professionnels sont d'accord, il me semblait important de repositionner les enjeux de l'entreprise alors à travers la cybersécurité, mais à travers sa gestion de risque de façon un peu plus générale. Et donc pour les entreprises aujourd'hui, les enjeux majeurs sont la continuité d'activité. Alors c'est d'autant plus vrai quand on parle d'un site de production, en tout cas c'est beaucoup plus perceptible quand on parle d'un site de production ou quand on parle d'une entreprise de logistique dont les camions sont à l'arrêt par exemple. Un site de fabrication de voitures qui n'arrive plus à produire. Voilà, donc ça c'est vraiment la notion de continuité d'activité. Donc c'est un enjeu fort pour beaucoup d'entreprises. C'est vrai aussi dans le tertiaire, hein, les établissements bancaires, si le SI s'arrête, il y a un vrai problème de continuité d'activité. Donc il y a un deuxième sujet qui est un deuxième enjeu autour du patrimoine informationnel. Donc là c'est toutes les données de façon générale, que ce soit les données clients, que ce soit les données de l'entreprise, les données de fonctionnement, les recettes de fabrication, voire les formules qui sont conservées précieusement, sont vraiment des savoir-faire liés à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important et c'est des données qui sont cruciales pour l'entreprise. Aujourd'hui, pour beaucoup d'industries, la majorité des actifs
ce sont des données informatiques. Et puis, il y a un troisième point qui est un enjeu d'image et de réputation. Alors, quand on parle d'image, on pense tout de suite au site internet qui est défacé. Alors ça, c'est une chose. Néanmoins, si vous êtes une société qui exploitait des données et que vous vous faites voler ces données, là, pour le coup, il y a un enjeu de réputation et qui va être extrêmement difficile en plus à mesurer. L'impact sur la réputation, en tout cas, va être extrêmement difficile à mesurer. Donc c'est un peu l'idée aussi de le représenter sous la forme de l'iceberg. C'est que finalement, plus on va descendre, donc vous avez en surface la continuité d'activité, c'est quelque chose qui est extrêmement visible parce que dès que les process s'arrêtent, ben, voilà, ça se voit bien. Le patrimoine informationnel, il y a des choses qui sont un peu en surface, mais généralement c'est quand même en dessous de la surface, c'est des choses qu'on a un peu plus de mal à détecter. Et puis l'image et la réputation, là on est par contre sur des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer et l'impact est extrêmement difficile à détecter. En tout cas, l'impact sur la réputation est extrêmement difficile à détecter. Donc la question c'est finalement que veut-on protéger dans l'entreprise et se protéger contre quoi? L'idée, en tout cas c'est ce que porte en filigrane cette conférence, c'est finalement de faire en sorte de faire percevoir en sorte que la cybersécurité c'est pas simplement un enjeu d'IT, quoi. C'est pas juste une question d'IT et d'équipement. C'est vraiment une gestion de risque, un nouveau risque, en tout cas le risque cyber, qui est de plus en plus important, qu'il faut intégrer en fait dans la gestion de l'entreprise et dans sa gestion de risque. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de se concentrer aussi sur les actifs clés, c'est-à-dire d'identifier ces actifs clés. Quels sont mes actifs que je souhaite protéger? À titre d'exemple, nous avons un client sur la zone aéroportuaire qui est un entrepôt de fret pour lequel tout son processus métier repose en fait sur l'utilisation de radios professionnelles, la radio Tetra. Et typiquement, en regardant un peu ces problématiques d'actifs clés, on s'est aperçu qu'il avait un seul émetteur, un seul site radio. Et donc voilà, c'est typiquement sur ce site radio qu'on a concentré un peu les efforts et dans lequel on a intégré la gestion du risque cyber. Donc conclusion, aujourd'hui, il est en train de doubler, de redonder son site radio pour éviter que tout son processus métier puisse être immobilisé en cas de défaillance en fait de son site radio. Pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Donc voilà, les actifs, le risque, et c'est donc admettre. Alors je suis désolé, il y a visiblement un petit souci de police là, il y a un petit truc qui a claqué au moment du chargement sur le webinaire. Bon, de toute façon, on le mettra à disposition en ligne et dans le bon format. L'idée de ce slide, c'était voilà, d'admettre que le risque zéro n'existe pas. Et ça, c'est vraiment important. Et autour de finalement de deux idées principales, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la menace et pas surestimer ses capacités. Donc l'idée forte, c'est vraiment de rester humble et modeste face à la menace cyber, parce que voilà, il n'y a pas de vérité établie. Et donc nous, dans la démarche que nous proposons autour de la gestion de ce risque, à partir du moment où on admet que le risque zéro n'existe pas, on va réfléchir et on va mettre en œuvre des architectures et des mécanismes qui vont permettre de retarder l'apparition d'un événement cyber. Donc voilà, on admet qu'il va se produire. Maintenant, on va faire en sorte de compliquer le plus possible la tâche des attaquants pour retarder l'apparition de cet événement. Et puis malgré tout, cet événement va se produire. Et quand il va se produire, on va faire en sorte de limiter sa propagation. Alors on parle de mouvements latéraux, lateral movement. L'idée, c'est finalement d'avoir là, pour le coup, des architectures réseau qui soient résilientes et qui soient aptes à confiner en fait une attaque assez proche de l'endroit où elle s'est déclarée. Donc ça, c'est vraiment
la segmentation du réseau, c'est pour éviter des phénomènes où vous avez des sites en province ou à l'étranger qui sont contaminés par une attaque du type de ce qu'on a pu voir au printemps 2017 avec WannaCry, où on voit bien que dans certaines entreprises où la segmentation réseau n'était pas forcément très bien mise en œuvre, on a eu une propagation massive et une contamination très très importante des différents réseaux. Donc la notion de limitation de la propagation, elle est importante. Et enfin, le dernier point, en tout cas le troisième, c'est aussi d'améliorer la détection. Une fois de plus, je ne veux pas revenir sur les chiffres qui sont avancés par les experts. Néanmoins, on est tous d'accord pour dire qu'on met beaucoup trop de temps à détecter en fait une intrusion, une fuite de données, etc. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont nécessaires de mettre en œuvre pour faire en sorte que cette détection se fasse le plus tôt possible et d'être finalement en mesure de réagir et de s'interposer à une attaque le plus rapidement possible. Et finalement, il manque presque un point là-dessus, c'est que dans le cas extrême, on arrive dans une situation où l'attaque a été retardée, malgré tout, elle s'est déclenchée, on a limité sa propagation, mais néanmoins, elle a mis des équipements à terre, on l'a détecté. Mais là, l'enjeu maintenant, ça va être de redémarrer, quoi. Donc, il y a vraiment aussi tout un tas de questions autour de la rémédiation et du plan de continuité d'activité et du plan de reprise, qui sont vraiment des sujets fondamentaux. Et on voit bien que là, on n'est plus dans une question simplement d'IT, quoi, mais on est dans une question de continuité de business. Donc, je disais, de la technologie, oui, évidemment, aujourd'hui, notamment sur les questions de détection, on a besoin de technologie et de technologies innovantes, et tous les fournisseurs, en tout cas beaucoup de fournisseurs de techno aujourd'hui sont très productifs sur de nouveaux dispositifs, font appel de plus en plus à de l'intelligence artificielle, etc. Néanmoins, notre conviction forte aujourd'hui, c'est qu'il y a un équilibre à trouver justement entre les apports des technologies, les modèles organisationnels. Donc là, il s'agit de savoir comment vous gérez les personnes qui sont externes à votre entreprise, comment vous les gérez une fois qu'elles sont à l'intérieur. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des mouvements, on a dans beaucoup d'entreprises, on a des sociétés qui font le ménage, qui sont des sociétés externes. Voilà, quand on connaît la rémunération d'une personne qui fait le ménage, c'est pas très très compliqué et ça coûte pas très très cher de doubler son salaire pour qu'elle exfiltre un certain nombre d'informations de l'entreprise. Donc sur l'organisationnel, il y a vraiment des choses à faire. La gestion des départs également. Voilà, vous avez des collaborateurs qui s'en vont. Est-ce que votre SI il est bien à jour? Est-ce que ces collaborateurs-là n'ont plus de droits sur votre SI? C'est souvent pas le cas. On a des traces parfois de collaborateurs qui sont partis depuis très 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 longtemps. Moi, j'ai même eu des situations où j'ai trouvé des collaborateurs qui continuaient de se connecter alors qu'ils ne faisaient plus partie de l'entreprise. Et puis, le point, j'allais dire quasiment le plus important, en tout cas celui que j'ai mis vraiment tout en haut de cette pyramide, c'est le facteur humain. Parce que ça me semble... moi, je suis un peu fatigué de ce discours qui consiste à dire que le maillon faible se trouve entre la chaise et le clavier, que cette stigmatisation de l'utilisateur, je trouve que c'est surtout révélateur en fait d'une difficulté ou d'une incapacité à intégrer en fait le facteur humain dans nos mécanismes de cybersécurité. Et donc là, il y a un vrai changement d'état d'esprit à mettre en œuvre pour faire en sorte que nos collaborateurs au quotidien soient sensibilisés aux enjeux de cybersécurité pour l'entreprise, mais pour eux-mêmes, parce que ce qu'ils vont apprendre, et les méthodes qu'ils vont appliquer au sein de l'entreprise, ils seront aussi capables de l'appliquer dans leur vie personnelle, dans leur vie privée. Et il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce facteur humain,
il est extrêmement important et nous, chez HubOne, c'est un sujet sur lequel on encourage nos clients à investir parce que c'est vraiment la clé. Alors, je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Je pense que là, on a, côté humain, on a de l'intelligence qui est encore bien plus évoluée que l'intelligence artificielle, surtout par le nombre. Donc, utilisons cette intelligence-là et faisons de tous les collaborateurs des entreprises des sentinelles, des gens qui sont vraiment là pour finalement faire en sorte que quand il y a un problème, ils soient capables de le déceler au plus tôt et de contribuer finalement au système d'alerte qui va faire que cette détection d'un événement de cybersécurité va se produire le plus tôt possible. Et une fois qu'on a dit tout ça, et ben c'est pas fini parce que une fois qu'on s'est dit qu'il fallait, ok, il faut former les personnes, il faut écrire des procédures. Écrire des procédures, ça veut dire intégrer la gestion du risque cyber dans la gestion des risques pour mon entreprise. C'est pas fini parce que finalement tout ça, il faut être capable de le remettre en question assez régulièrement parce que on est dans un environnement où la menace est protéiforme, enfin, de formes très diverses, et elle évolue très très vite. Et donc, la seule façon de maintenir à jour une défense efficace, c'est de poursuivre, le travail et de continuer à faire évoluer les lignes et à adapter en fait la défense aux nouvelles menaces. Et ça, c'est fondamental. Alors, ça passe évidemment par le patch management, par l'application des correctifs de sécurité sur les systèmes en production, bien évidemment, même si on voit bien que c'est pas toujours évident. Néanmoins, c'est une des clés. Il y a, pour mémoire, hein, Manacry utilisait une faille qui avait été corrigée par Microsoft quelques temps avant, quoi. Donc on est vraiment, d'où l'importance de l'application de ces patchs de sécurité. Et donc vraiment, capacité à remettre en cause les lignes de défense que nous avons mis en œuvre, de façon à s'adapter en continu à la menace. C'est vraiment fondamental. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Alors, je suis désolé, c'est un survol quand même, hein, c'est un sujet un peu rapide, mais n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir approfondis. Et donc, si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y, c'est le moment. Alors, notre approche. Alors, je vais peut-être, je sais pas, tout le monde voit la question ou... Ouais. Ok. Donc, l'approche de Boine sur le sujet de la sécurité, c'est finalement en filigrane tout ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que nous, on a vocation à accompagner nos clients dans l'identification de leurs actifs clés, dans la définition de leur politique de sécurité, avec de l'audit, avec de la fédération aussi de partenaires autour de nous, puisque nous, on n'est pas du tout fournisseur de techno, hein, ce qui nous donne, ce qui est un gage autour de notre indépendance par rapport aux conseils qu'on prodigue. Et donc, une fois qu'on a dit ça, nous, on accompagne également nos clients sur la mise en place des bonnes lignes de défense, de manière à ce que tout ça soit cohérent, quoi. Donc, vraiment avec une vision d'ensemble. Et on est vraiment dans de l'accompagnement, de la prestation, de la sensibilisation. Évidemment, on contribue aussi pas mal à de la sensibilisation des collaborateurs. Voilà.
Une autre question? Ah oui, tout à fait, ça fait partie effectivement, l'écriture de procédures de sécurité. Alors, plus précisément, en fait, on contribue à l'écriture de PSSI, donc de politique de sécurité de système d'information. Donc, on est là aussi vraiment dans une mission de conseil et d'expertise autour de la rédaction de procédures de sécurité, autour de l'accompagnement dans la fonction de RSSI. Voilà, on sait que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la fonction des RSSI, c'est une fonction qui se fait en temps partagé. Alors, c'est pas vrai dans les grands groupes, hein, mais dans les entreprises de taille un peu plus modeste, c'est quand même souvent le cas. Et donc, il est important d'accompagner en fait le RSSI dans sa prise de fonction et pour qu'il se concentre aussi sur les bons sujets et que l'entreprise mette finalement les budgets au bon endroit. Parce que c'est aussi une question de budget. On peut pas couvrir l'ensemble des sujets en une fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche itérative de la sécurité. Et donc on accompagne les entreprises sur cet axe-là. Oui, donc j'ai vu passer une question en fait sur la sensibilisation des collaborateurs. Oui, ça fait partie des prestations aujourd'hui que nous fournissons. L'idée, c'est en fait, on a trois modules hein, de sensibilisation, alors qui sont adaptables dans une certaine limite au contexte de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les équipes dirigeantes dans l'intégration du risque, dans la gestion de l'entreprise, dans l'intégration du risque cyber. Ça, c'est une première chose. On a un module, j'allais dire, qui est pour l'ensemble des collaborateurs, où là, on reprend les éléments j'allais dire, de base, en tout cas les éléments fondamentaux et les bonnes pratiques à appliquer dans l'entreprise. Et puis, on a un module plus spécifiquement dédié aux administrateurs IT, qui sont des cibles vraiment très intéressantes pour les hackers et qu'on aide à protéger leur boulot et éviter qu'ils soient attaqués. Alors là, les questions se déchaînent. Excusez-moi, je vais juste remonter un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait une question. Quelle serait la charge d'une première mise en place d'une analyse de risque pour réaliser une PSSI pour un SDIS? Alors, ça va être très très difficile de répondre à cette question-là en ligne. Je vous propose, sur le prochain slide, vous avez une adresse mail. Si vous avez des projets, des questions, des interrogations sur la façon d'aborder les sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on y répondra avec grand plaisir. Donc cette question d'analyse de risque, elle est très très dépendante à votre contexte. Donc je peux pas y répondre là dans le contexte du webinaire. J'ai vu qu'il y avait autre chose. Alors. Oui, ouais, effectivement, tout le sujet, justement, avant de proposer des solutions de sécurité, on est bien d'accord que tout le sujet, c'est de mesurer les risques de manière à traiter les bons sujets, quoi. Il ne s'agit pas aujourd'hui de protéger des assets qui ne sont pas des assets critiques. Donc, effectivement, l'approche par les risques, et d'ailleurs, nos consultants aujourd'hui sont des gens qui sont avant tout sensibilisés au risque, alors qui sont tous passionnés par le métier, par le domaine de la cybersécurité, mais néanmoins, ce sont des gens qui font de la gestion de risque avant tout. Et donc derrière, on a ensuite des équipes techniques qui sont en mesure de développer et de concevoir des solutions de sécurité. Que faut-il pour se protéger convenablement d'une cyberattaque? Quels sont vos conseils? Alors mon conseil,
mon conseil, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer en filigrane de la présentation. C'est-à-dire que pour se protéger d'une cyberattaque, en résumé, il faut que vos collaborateurs soient sensibilisés aux risques pour l'entreprise, que vous ayez fait l'exercice d'identifier vos risques et sur quel type d'asset portent ces risques. Et ensuite, d'avoir une démarche qui est une démarche de défense en profondeur qui va faire en sorte que vous allez positionner un certain nombre de lignes de défense qui vont vous garantir, une fois de plus, vous n'aurez pas le risque zéro. Néanmoins, vous allez fortement écarter le risque. Pour illustrer ça, un exemple, à titre personnel, quand j'ai acheté mon appartement, alors il se trouve que je suis au 4e étage dans un immeuble qui fait 7 étages, donc peu de chances d'être cambriolé par le rez-de-chaussée ou par le toit terrasse au 7e. En revanche, j'ai fait le tour du palier, et puis il y a 4 appartements sur le palier. J'ai constaté que les trois autres appartements avaient des portes blindées et moi, j'avais pas de porte blindée. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est de remonter mon niveau de sécurité au même niveau que les autres. Je me suis dit que derrière, si moi j'avais également une porte blindée, bon, je me mettais au même niveau, j'avais pas de faiblesse apparente, et donc je réduisais quand même considérablement le risque d'être cambriolé par rapport aux autres. Voilà. Alors c'est une illustration, hein, bien sûr, mais l'idée c'est d'aller dans cette direction-là. C'est finalement la technique du château fort, quoi, hein. C'est vous montez des grandes murailles, puis vous creusez des douves, puis à l'intérieur des grandes murailles, vous créez des constructions robustes, etc. Et puis jusqu'à la chambre forte que vous mettez au milieu dans une pièce sans fenêtre. Voilà, c'est l'idée. J'espère que ça répond à la question. Et une fois de plus, si mes réponses sont pas suffisantes, n'hésitez pas à reposer vos questions par email et on traitera ça par retour de mail. Alors attendez, j'essaye de. C'est pas très utilisable le truc là. Quelles normes respectez-vous? Alors nous, on respecte pas de normes en particulier. On est en train de réfléchir à se faire certifier ISO 27000 en interne, mais c'est pas directement lié à nos activités. Comme je vous disais tout à l'heure, on est opérateur télécom, mais c'est plus dans ce contexte-là qu'on réfléchit. En revanche, les consultants sont là aussi sont en train d'être donc il y a une vague de formation qui est en cours pour être tous 27001 lead auditor et lead implementor. Et BIOS, qui est l'outil d'analyse de risque défini par l'ANSSI. Et donc, pour répondre à la question des normes, nous, on est capable d'accompagner aussi sur de la mise en place de 27000. On est capable de fournir la prestation d'accompagnement. Avez-vous des solutions sur les enjeux autour des nouveaux usages cloud? Cloud, mobilité, tout ça, ça va être, là aussi, ça va être, oui, forcément, il y a des enjeux à partir du moment où vous mettez vos données chez un prestataire. Il y a des enjeux. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces données sont plus en insécurité chez votre prestataire ou chez vous? Voilà, donc sur le cloud, il y a un certain nombre de solutions, des CASB, voilà, ce genre de choses qui peuvent être étudiées, mais là aussi c'est très très dépendant des données que vous mettez dans le cloud. Si ce sont des données qui sont des données, je veux dire, qui peuvent être qui sont pas d'une sensibilité extrême, il n'y a pas énormément de risques. En revanche, si c'est vos fichiers clients, si c'est vos recettes de fabrication, effectivement là il va falloir qu'on réfléchisse à quelques mécanismes à mettre en œuvre. Et sur la mobilité, c'est la même chose. La mobilité, de toute façon, c'est un point d'accès à votre SI. Donc oui, il va falloir faire en sorte que ce point d'accès soit sécurisé. Donc à minima, c'est l'utilisation d'un VPN. Et derrière,
On peut imaginer aussi des mécanismes d'authentification à multifacteur. Double facteur, c'est déjà pas mal, qui permettent de s'assurer que celui qui entame la connexion est bien la bonne personne, quoi. Donc, des solutions, il y en a beaucoup. Sur le sujet, vous avez beaucoup de fournisseurs de techno qui vont répondre à votre question, à la question telle que vous la posez. Il y a beaucoup de fournisseurs de techno qui vont y répondre. Moi, je vous réponds principalement que ça va dépendre. Là aussi, ça va dépendre de vos cas d'usage, de vos risques, des assets que vous voulez protéger. Et ça, c'est vraiment un boulot préparatoire avant de dire il faut que je mette en œuvre telle ou telle solution. Y a-t-il des cas où la décision à la fin est de dire que ça ne vaut pas le coup de mettre une solution, souvent coûteuse, en place? Oui, c'est des situations qui arrivent, évidemment. C'est ce qu'on appelle le risque résiduel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait notre analyse de risque, il y a des risques qu'on sait gérer, qu'on va savoir gérer par un certain nombre de choses. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels on va accepter que le risque résiduel existe parce que la solution à mettre en œuvre, elle est hors de prix. Donc, c'est lié à la taille de l'entreprise, c'est lié au contexte de l'entreprise, c'est lié au risque lui-même. Donc, on revient toujours un peu sur les mêmes points. C'est-à-dire que cette question de quel est le coût de la solution, on le saura à partir du moment où on aura regardé qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre comme sécurité. Vous savez, il y a beaucoup de mécanismes simples qui sont, par exemple, la sensibilisation des collaborateurs et des procédures qui sont des choses finalement qui ne coûtent pas très très cher à mettre en place et qui peuvent déjà considérablement élever le niveau de sécurité de certaines entreprises. Est-ce que vous pouvez partager des listes de tests d'audit? Alors, je suis désolé, je suis pas certain de comprendre la question de Myriam D. Est-ce que vous pouvez préciser votre question sur les tests d'audit? En attendant, je vais traiter la question suivante. Firewall, antivirus, DLP. Ouais, ce sont des équipements effectivement qu'on peut mettre en place. Mais là aussi, c'est une question de risque. Et puis quand on parle de firewall, il y a un enjeu fort aussi qui est la configuration. C'est-à-dire comment on s'assure finalement que ce firewall est bien configuré. Ça, c'est fondamental. Et une fois qu'il est bien configuré, comment on s'assure qu'il y a une bonne gestion de cette configuration et qu'on soit capable de, avec un équipement qui crame, on remplace l'équipement, comment on est sûr de remonter la bonne config, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Donc le firewall, l'antivirus, j'allais dire, c'est la base. C'est ce que nous, on met dans le premier niveau de maturité, parce qu'on a une grille en fait, de maturité qui permet d'évaluer où se positionne l'entreprise et quels sont les efforts à produire pour aller aux échelons suivants. Donc firewall et antivirus, c'est vraiment, ça fait partie du premier niveau. Après, sur le DLP, si on parle bien du Data Leak Protection, là, on est sur des sujets qui sont quand même beaucoup plus complexes parce que ça fait appel là aussi à des mécanismes à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ça peut se gérer à travers de la veille, en fait, sur des sources ouvertes. Donc, on peut faire de la veille sur des sources ouvertes. Vous avez un certain nombre de prestataires qui font ça et qui font ça très bien et qui vont vous dire oui, je constate qu'il y a des données à vous qui se baladent sur le réseau. Et puis il y a les mécanismes qui permettent d'empêcher que ces données sortent de l'entreprise. Et là, on est sur des mécanismes qui sont plus tout à fait les mêmes. Authentification forte. Alors l'authentification forte, multifacteur, c'est forcément une bonne méthode. Alors après, tout dépend sur quoi repose le deuxième mécanisme d'authentification, mais le principe de l'authentification, il est assez simple. Authentification forte, le mécanisme, c'est de faire appel à
à quelque chose que vous savez et à quelque chose que vous possédez. L'idée, c'est donc de faire en sorte que vous avez des mécanismes, par exemple, aujourd'hui, qui vous permettent de vous authentifier via votre smartphone, etc., via un mot de passe. Donc, le mot de passe, vous devez connaître ce mot de passe, et en plus, vous devez posséder votre smartphone. Donc oui, l'authentification forte est une bonne mesure préventive, mais elle s'accompagne d'un certain nombre d'autres mesures. Et quand on parle de connexion à distance, évidemment, ça va de pair avec un VPN convenablement paramétré, etc. Êtes-vous hoster, opérateur mobile? Oui, nous le sommes, dans des contextes un peu particuliers. Donc là, sur cette question-là, comme je ne suis pas sûr de comprendre exactement le fond de la question, est-ce qu'il est possible de voir ça préciser votre question via l'adresse mail que je vais vous transmettre après pour qu'on puisse prolonger l'échange et que je comprenne exactement ce que vous voulez, le sens de votre question. Donc là, oui, merci Myriam pour cette précision. Je reviens juste au morceau de la question qui était au-dessus, c'était de savoir si on pouvait, je l'ai passé, ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut partager des listes de tests d'audit pour identifier les faiblesses d'un système face aux cyberattaques? Là, c'est pareil. On parle, enfin, si le sujet, c'est test de pénétration, alors typiquement, nous, sur les sujets de test de pénétration, aujourd'hui, on utilise des prestataires. Hein. Nous, on a construit en fait un écosystème autour de nous de prestataires qui viennent compléter notre offre. Là aussi, ça va être très très dépendant en fait de votre contexte. Et donc, il y a une phase préparatoire. Donc, dans l'absolu, comme ça, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il faut faire. Là, il faut qu'on rentre dans un processus un peu plus complexe pour définir quels sont les systèmes et quel type de test de pénétration on effectue dessus pour identifier ces faiblesses. Mais certaines faiblesses peuvent être identifiées dès l'analyse de risque. Là aussi, Myriam, je vous encourage à nous contacter via l'adresse mail que je vous affiche tout de suite. D'ailleurs, ce serait très bien. Et n'hésitez pas à nous envoyer les éléments complémentaires pour qu'on soit en mesure de bien répondre à votre question. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions à cr-cybersecurity@hubone.fr. À très bientôt. Au revoir.